On va partir d'un constat de terrain. Tous les professionnels de l'entraînement sont d'accord pour dire la chose suivante. Pour créer des progrès à court terme, mais surtout à moyen et à long terme, on doit varier les contenus d'entraînement. Ça, c'est un constat universel. Qui dit varier les contenus d'entraînement, dit indiscutablement périodiser, planifier. J'utiliserai les termes planification et périodisation d'une manière interchangeable. Alors en France, traditionnellement, on suit un modèle qui est inspiré du bloc de l'Europe de l'Est. C'est la périodisation linéaire. On appelle linéaire, monolithique, par bloc, tout ça sont des synonymes. On va bien sûr, tout au long de l'exposé, l'illustrer avec des exemples tirés de ma pratique d'entraîneur. Mais il y a un autre modèle qui arrive plus récemment en Europe, c'est le modèle anglo-saxon, qu'on doit à des auteurs comme Charles Poliquin au Canada, Paul Chek aux États-Unis ou Ian King en Australie. C'est un modèle non linéaire ou ondulatoire ou ondulant. Là encore, j'utiliserai les termes ondulatoire, ondulant ou non linéaire d'une manière interchangeable. Alors, le premier modèle, le modèle linéaire. C'est assez simple sur le fond. C'est un modèle qui fait diminuer le nombre de répétitions en même temps qu'avance le temps. Donc le nombre de répétitions baisse et la charge augmente en pourcentage de 1 RM. Tout ça avec l'avancée dans la saison. D'une autre façon de le dire, c'est que le volume de travail diminue, mais l'intensité grimpe. On entend par volume de travail dans cet exemple-là le nombre de répétitions et l'intensité, le pourcentage de 1 RM. Alors dans cet exemple-là, je prends des blocs de 3 semaines. Les blocs de 3 semaines n'ont pas de vertu en valeur absolue, c'est juste un exemple illustratif. Donc des blocs de 3 semaines. Dans le premier bloc, de semaine 1 à semaine 3, on propose à nos athlètes 15 répétitions. Là encore, ça reste un exemple, ce n'est pas un système universel. Premier bloc, 15 répétitions. Deuxième bloc, semaine 4 à 6, 10 répétitions. Dans le premier bloc, on est sur une dominante de force-endurance. Dans le second bloc, sur une dominante d'hypertrophie traditionnelle, empruntée au culturisme. Dans le troisième bloc, des semaines 7 à 9, on est encore sur l'hypertrophie, mais on est sur l'hypertrophie fonctionnelle. Semaine 10 à 12, on passe dans le développement de la force max, on est sur 4 répétitions, etc. Vous avez compris le principe. Au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de répétitions diminue et la charge en pourcentage de 1 RM augmente. Force endurance, hypertrophie, hypertrophie, force maximale. Aucun des modèles que je vais énoncer aujourd'hui n'est totalement mauvais ni totalement bon. Ils ont juste des avantages et des inconvénients. Le premier modèle, le modèle linéaire, possède les avantages suivants. Il y a une augmentation régulière de la charge. Dans l'exemple que j'ai repris ici, on se rend compte 15, 10, 7, 4, puis un autre bloc de force max avec des simples et des doubles. C'est régulier et donc ça a l'immense vertu d'être assez sécuritaire puisque le corps a le temps de s'adapter à des charges progressivement croissantes. L'autre énorme avantage du modèle linéaire, c'est sa simplicité d'utilisation. Et bien sûr, un avantage encore indéniable, c'est qu'il a déjà fait ses preuves depuis peut-être 50 ou 70 ans dans de nombreux sports, majoritairement les sports individuels, on y reviendra. Donc il a de multiples avantages ce modèle-là. Il tombe un petit peu en désuétude actuellement, souvent dû à des effets de mode qui n'ont pas plus de sens que ça. Il a de nombreux avantages, j'insiste là-dessus. Les inconvénients. Alors reprenons notre exemple pour illustrer. À 15 répétitions, on développe donc la force endurance. Le système nerveux est faiblement taxé. C'est ce que j'ai noté en mettant système nerveux moins. La semaine 4 à 6, le système nerveux est toujours faiblement taxé. C'est un petit peu moins pire, si je puis dire, que le bloc précédent. C'est pour ça que j'ai indiqué système nerveux moins. On reste toujours dans une taxation faible du système nerveux. Le troisième bloc, de la semaine 7 à la semaine 9, se rapproche d'une stimulation de force max, mais reste toujours dans la famille du système périphérique, et donc une faible taxation du système nerveux. Par contre, j'ai enlevé encore un moins, on est dans une faible taxation, mais toujours supérieure à la taxation précédente. Quatrième bloc, on bascule dans les semaines 10 à 12, on se retrouve avec 4 répétitions. Donc on est dans l'univers du développement de la force maximale. Donc là c'est l'inverse, ce n'est pas le système nerveux qui est faiblement taxé, c'est le système musculaire périphérique. Donc système périphérique moins, faible taxation du système périphérique. Bloc suivant, on est sur des simples ou des doubles, système périphérique est encore moins taxé, et le système nerveux l'est extrêmement. Donc on se rend compte de la chose suivante, c'est que l'approche linéaire, l'approche par bloc, l'approche monolithique, il est binaire, c'est-à-dire qu'on est principalement sur un secteur, sur un système, et très peu sur l'autre, ce qui est son principal inconvénient. Deuxième série d'inconvénients, apparition d'un pic ou d'un plateau de forme. Petite parenthèse, j'ai rajouté plateau de forme parce que la notion de pic de forme, quand on est entraîneur, manque de sens, puisque quand on essaye de préparer un athlète pour un événement donné, on ne peut pas décemment dire je le prépare pour qu'il soit prêt le samedi 12 à 18h20. C'est un mythe. On le prépare pour une période donnée, la plus pointue possible, mais avec une fluctuation temporelle. C'est pour ça que je préfère l'expression plateau de forme à pic de forme, c'est un point de sémantique. Donc l'apparition d'un pic ou d'un plateau de forme existe uniquement lors des phases de haute intensité.
c'est-à-dire qu'on stimule la surcompensation principalement avec 5 répétitions et moins. C'est-à-dire que ça peut paraître étrange de considérer que l'apparition d'un pic de forme, c'est un inconvénient, mais dans un calendrier moderne chargé, type sport collectif, ou même style sport moderne actuel, faire apparaître des pics de forme trop peu nombreux dans l'année, c'est un vrai souci de gestion des performances quand les disciplines ont beaucoup de compétitions. C'est ce que j'indique ici, c'est peu compatible avec le calendrier, par exemple, des sports collectifs, c'est là où c'est le plus flagrant. Et c'est extrêmement bien adapté, et c'est ce genre de sport qui l'a mis au point dans les sports individuels type athlé, gym, natation, haltérophilie, tous les sports avec calendrier simple à identifier, fixé à l'avance, avec des objectifs principaux, des objectifs secondaires, mais pas un match par semaine ou 2 matchs par semaine qu'on peut le voir dans le sport professionnel collectif. Dernier petit inconvénient du modèle linéaire, vous avez un risque à maintenir trop longtemps une taxation majeure du système nerveux. Vous risquez une surcharge d'origine centrale à maintenir trop longtemps des hautes charges. Deuxième modèle. Donc on passe dans le monde du non linéaire, c'est la périodisation non linéaire alternée. Alternée dans quel sens? La progression. C'est la progression qui est alternée dans le temps entre le volume et l'intensité. On attend par volume le nombre de répétitions et intensité le pourcentage de 1 RM. Avec une évolution globale qui tend, et c'est ça qui est crucial, vers une augmentation du pourcentage de 1 RM, donc de l'intensité. Illustrons. Premier bloc, semaine 1 à 3, 8 répétitions. Hypertrophie de type fonctionnel. Semaine 4 à 6, 5 répétitions. Stimulation de force maximale qui taxe le système nerveux. Semaine 7 à 9, 6 répétitions, on repasse dans l'hypertrophie, donc on taxe faiblement le système nerveux, ou entre guillemets faiblement, moins majoritairement que précédemment. 3 répétitions, on repasse dans la stimulation de la force max, on est sur des très grosses taxations de système nerveux. Donc on se rend compte que dans ce modèle-là, on fait évoluer d'une manière non linéaire, un petit peu en pic, mais, c'est ça que dit la seconde phrase, l'évolution globale qui tend vers une augmentation de l'intensité. 8, 5, 6, 3, etc. C'est-à-dire que progressivement, on se rapproche de forts pourcentages de 1 RM. Mais ça reste alterné, puisque ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Avantage. Eh bien, il y a une stimulation plus fréquente, à la fois des facteurs nerveux et des facteurs périphériques. On retrouve toutes les 3 semaines des stimuli de l'un ou de l'autre des systèmes. Tout à l'heure, dans le modèle linéaire, on se rendait compte qu'il y avait de très nombreuses semaines, voire plusieurs mois, où on ne rencontrait plus de stimulus d'une famille ou de l'autre. Donc là, stimulation plus fréquente des facteurs nerveux et périphériques. C'est moins ennuyeux. Donc ça, ce n'est pas une information physiologique, mais ça a toute son importance, puisque quand on est entraîneur, on n'entraîne pas des systèmes énergétiques, on entraîne des gens. Et les gens ont un cerveau. Hein, et ce cerveau-là, il est sujet à la lassitude. Donc proposer des plans d'entraînement variés permet une moins grande lassitude et vous évite de tomber dans une routine qui est contre-productive à la performance. Troisième point, apparition plus fréquente et plus facile des pics, des plateaux de forme. Puisqu'on est moins souvent, moins longtemps dans le même stimulus, on peut ainsi donc créer des plateaux de forme un petit peu plus facilement que dans le modèle linéaire. Inconvénient, ça requiert plus d'expérience de notre part. C'est-à-dire que pour un entraîneur et un préparateur physique débutant, le modèle non linéaire, il est intéressant, mais il demande un peu plus de bouteilles, puisqu'il faut manipuler plus fréquemment différents pourcentages de charge. Troisième modèle, toujours dans la famille non linéaire, la périodisation ondulatoire. Là, on alterne le volume et l'intensité d'entraînement d'une séance sur l'autre, à l'intérieur d'une même semaine. On considère qu'une semaine, c'est un microcycle. À l'intérieur de ce microcycle, on fait fluctuer les impacts physiologiques. Exemple, dans un bloc de 3 semaines, dans le microcycle semaine, le lundi, on stimule la force max avec 5 répétitions. Le mercredi, l'hypertrophie avec 10 répétitions. Et le vendredi, la force endurance avec 15 répétitions. On est donc dans une ondulation, une alternance des stimuli à l'intérieur même de la semaine. Alors j'imagine que peut-être vous vous dites, alors dans ce modèle-là, on fait un petit peu tout, un petit peu rien. Tout à l'heure, je verrai avec vous les façons de donner une dominante à l'intérieur d'une périodisation non linéaire. Puisque stimuler plusieurs impacts physiologiques, dans mon exemple, système anaérobie alactique, système lactique ici, ne veut pas dire qu'on ne lui donne pas une connotation. On peut onduler et stimuler d'une manière variée à l'intérieur d'un microcycle, sans toutefois omettre de donner une dominante à votre cycle. Donc on en reparlera tout à l'heure. Avantage, ça stimule encore plus fréquemment les facteurs nerveux et périphériques.
puisque là, à l'intérieur de la semaine, on retrouve différents impacts physiologiques. C'est encore moins lassant, donc c'est toujours utile pour les athlètes de haut niveau qui, confrontés à de nombreuses années d'expérience, sont de plus en plus lassés de l'entraînement qu'ils subissent. On peut faire apparaître les pics et les plateaux de forme bien plus fréquemment et bien plus rapidement. Je trouve que ça convient particulièrement bien aux élites de la force, puisque ça leur permet de lutter plus précocement contre l'apparition d'un épuisement central ou d'un épuisement périphérique. J'en profite pour faire un petit distinguo entre les élites de la force en préparation physique et les élites dans l'APS considérée. Quand on est préparateur physique, il ne faut pas se tromper. Si un athlète vient vous voir avec un haut niveau de performance en basket, il ne faut pas considérer son niveau dans l'APS, dans mon exemple basket, il ne faut pas le confondre avec son niveau dans le développement des qualités physiques. Donc là, mon discours, c'est sur la force, donc je parle de la force, mais faites le distinguo entre le niveau d'expertise dans l'APS et le niveau d'expertise dans le développement des capacités physiques. On peut être, surtout dans les sports collectifs, à haut niveau, sans avoir un niveau de développement aérobie ou anaérobie exceptionnel, puisque les facteurs technico-tactiques peuvent contrebalancer une condition physique, on va dire, un peu plus faible. C'est moins vrai dans les sports individuels, mais la composante technique fait qu'il faut toujours tenir compte et distinguer niveau de performance dans le sport considéré et niveau de performance dans les qualités développées. Donc, pour les élites, dans le développement de la force, ça permet de lutter plus facilement contre l'épuisement central et périphérique. Inconvénient, ça requiert cette fois-ci encore plus d'expérience de la part du préparateur physique, puisqu'on manipule des charges lourdes, moins lourdes et un peu plus légères à l'intérieur même du même microcycle. Donc, il s'agit de trouver les bonnes charges et maintenir ainsi l'intégrité physique de nos athlètes. C'est inutile, voire risqué pour les débutants. Ce modèle-là, il n'a aucune vertu pour un débutant. Il est risqué parce que, c'est le premier point à comprendre, manipuler des charges lourdes qui stimulent la force max pour des débutants, ça ne fait pas de sens pour les faire progresser, ils n'ont pas besoin de ça, et c'est contre-productif parce que dangereux. Donc à proscrire pour les débutants dans le développement des qualités physiques. Autant utiliser une périodisation simple, qui sera extrêmement pertinente pour développer leur force, et bien plus sécuritaire, donc je vous renvoie au modèle linéaire. Alors, une extension du modèle 3, le modèle 3 bis, c'est une périodisation ondulatoire flexible. Dans ce modèle-là, il faut comprendre qu'on garde la même logique que précédemment, un microcycle semaine, dans un bloc de 3 semaines. Là, on choisit au jour le jour le thème de la séance en fonction des disponibilités de l'athlète. C'est-à-dire que ce modèle-là, on va le voir dans les avantages et les inconvénients, convient uniquement à l'entraînement individuel, puisqu'il faut un niveau de proximité avec l'athlète très très grand pour permettre d'identifier avec certitude si le lundi, il est plus adapté à produire de la force max, ou de l'hypertrophie, ou de la force endurance, ou n'importe quoi d'autre. Donc, c'est le modèle 3 bis, où là, les avantages sont multiples aussi. On individualise, j'allais dire à outrance, mais à 100%, puisqu'on fait fluctuer le plan d'entraînement en fonction de ce que l'athlète est capable de nous donner le jour J. Ce qui ne veut pas dire qu'on omet complètement le facteur qu'on vient de décaler. En clair, si on avait prévu de faire de la force max le lundi, mais que pour X ou Y raison, l'athlète va faire de la force endurance, on garde dans un coin de notre tête qu'il y a un déficit de force max qu'on remplacera et qu'on récupérera plus tard dans le temps. C'est-à-dire qu'on a une flexibilité qui ne veut pas dire une improvisation. On sait où on veut aller, mais on prend le chemin qui est le plus adapté aux disponibilités physiques et mentales de l'athlète, ce qui est très différent. Donc individualisation plus. C'est encore moins ennuyeux, puisque là, on ne sait pas ce qui va se passer chaque jour d'entraînement. Donc c'est quand même très stimulant pour l'athlète qui est parfois extrêmement lassé de sa pratique de haut niveau. Et donc, ça convient aux athlètes de haut niveau, aux professionnels. J'insiste sur le terme professionnel parce que, étant donné qu'on peut changer, voire ajourner une séance, il faut une capacité temporelle assez forte, et pour l'athlète et pour l'entraîneur, parce que si on repousse la séance du lundi au mardi, faut-il encore qu'on puisse le faire le mardi. Donc ça convient aux athlètes dont c'est le métier, et aux préparateurs physiques dont c'est le métier. Inconvénient, là il faut être extrêmement pointu, extrêmement rodé sur la manipulation des charges. Donc ça ne convient pas. Je déconseille à un préparateur physique en début d'exercice d'utiliser ce type de modèle-là. Et c'est à réserver pour l'entraînement individuel, puisque passer 1 à 2 athlètes simultanément, on n'est pas dans une proximité suffisante pour pouvoir individualiser au jour le jour l'entraînement. Alors voilà, c'était la présentation théorique, si je puis dire, des différents modèles. Maintenant, je veux les illustrer avec mon expérience de préparateur physique. On va d'abord illustrer les périodisations ondulatoires. Alors, premier exemple tiré de la natation. Alors, j'en profite pour faire un petit topo sur la capture d'écran que vous voyez. C'est un outil qui pourra peut-être servir à certains d'entre vous. C'est un outil, tout simplement, c'est une tablette, une capture d'écran de ma tablette. Je vais vous décortiquer l'outil
parce qu'il pourra peut-être vous donner des idées sur le terrain réellement. Donc imaginez-vous qu'en séance de musculation, j'arrive avec ma tablette, je l'ouvre et c'est ce qu'on voit. C'est tout simplement un tableur, rien de très exotique, avec en haut différents athlètes. Donc les athlètes ont chacun leur plan, ils cliquent chacun sur leur nom, et ils voient apparaître ce que vous voyez là. Donc première chose, c'est un outil qui permet un niveau de professionnalisme correct quand on est préparateur physique et quand c'est le métier. Arriver avec une petite feuille toute gribouillée, c'est pas très professionnel. Arriver avec quelque chose comme ça, c'est professionnel. Donc la forme a quand même son importance. Après le fond, je vais détailler chaque colonne. La première colonne, c'est des cases à cocher. C'est-à-dire que l'athlète, il coche, en appuyant dessus, c'est tactile, il coche à chaque fois les exercices qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Donc dans cet exemple-là, il n'a pas coché le tirage planche, pour je ne sais quelle raison. Donc premier feedback avec cette colonne-là, on a un outil qui nous dit j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Et quand on est 10 à l'entraînement, ben, on n'a pas nécessairement le temps de tout voir et tout savoir. Donc ça fait un feedback pour l'entraîneur qui n'a pas qu'un seul athlète à gérer. Donc première colonne, les cases à cocher. Après le nom de l'exercice, rien de très exotique, avec une couleur par jour d'entraînement. C'est comme ça, c'est visuel, c'est facile. Ensuite, le nombre de séries, tout simplement. Ce qui est utile ici, c'est la petite formule qui va me faire additionner toutes les séries. C'est-à-dire que là, pour ma semaine du 18 mars, je sais qu'il y a eu 72 séries pour mon microcycle semaine. Donc c'est utile pour ceux qui ont besoin de faire des planifications annuelles et qui veulent avoir un indicateur de volume d'entraînement. Là, je parle de volume en termes de nombre de séries. Donc après, vous pouvez, toutes les semaines de l'année, faire des diagrammes avec le nombre de séries, semaine 1, 2, 3, X. Et donc, vous avez une dynamique de volume d'entraînement. Donc c'est très simple. Et comme c'est une formule, si l'athlète change, s'il ne fait pas 6 mais 5, tout de suite, ça modifie la formule en ligne, directement. Donc c'est une avancée majeure, puisque avant, comment on faisait, avant les tablettes, on venait ou avec notre gros ordinateur qu'on ouvrait, qui n'était pas très pratique, ou on venait avec un papier qu'on avait imprimé, on faisait faire la séance, les athlètes marquaient ce qu'ils voulaient dessus, ou vous marquiez ce que vous voulez dessus, vous reveniez à l'ordinateur, vous remettiez à jour, vous réimprimiez, etc., etc. Donc on perdait du temps et de l'argent à imprimer, faire des allers-retours. Bref, on a beaucoup progressé avec l'outil tablette, je pense, pour les entraîneurs. Donc le nombre de séries, indicateur de volume d'entraînement. Le nombre de reps, là aussi, rien de très bizarre. Ce qui est plus original ici, c'est la formule. Ce n'est pas une somme, ici, c'est une moyenne. Donc c'est la moyenne des reps de la semaine qui me donne non pas une information sur le volume d'entraînement, mais sur l'intensité. Je sais que ma semaine du 18 mars, j'ai une stimulation globale de 6,3 reps. Alors bien sûr, c'est global, mais ça me donne après, rapidement, un diagramme et des tableaux récapitulatifs. Et pour le suivi de la charge, c'est très rapide et très pertinent. Ensuite, le tempo. Alors c'est un code à 3 ou 4 chiffres. À l'origine 3 chiffres, maintenant 4 chiffres. Vu que c'est une capture d'écran de mes entraînements, moi quand c'est un 0, j'enlève le 0 par souci de simplicité. Donc le tempo, c'est un code à 4 chiffres qui monitore chacune des phases du mouvement. Donc je ne vais pas ici le développer, mais pour faire simple, 4 chiffres, par exemple du 30-10 en développé couché, ça veut dire 3 secondes lors de la phase excentrique, premier chiffre, 30, donc après c'est un 0. 0 secondes, donc aucun temps d'isométrie au contact poitrine. Troisième chiffre, 10, ça veut dire 1 seconde pour monter la barre à la phase concentrique. Et 0, ça veut dire qu'on repart directement. Donc c'est un outil de monitoring du temps sous tension. Donc on a le tempo ici. Le temps sous tension par répétition. Là où c'est intéressant, c'est que là, on additionne toutes les secondes de chaque phase du mouvement. Donc on a le temps sous tension pour une répétition. Colonne suivante, on a le temps sous tension par série. Ici, vous avez une petite formule qui multiplie le temps sous tension par rep par le nombre de reps. Ce qui nous donne, et là c'est très utile, le temps sous tension pour une série de musculation. C'est-à-dire qu'on sait, après, quel système énergétique on taxe. Par exemple, de 0 à 20 secondes, on peut dire qu'on est dans le système anaérobie lactique. Alors ça diffère suivant les physiologistes, peu importe. Ce qui importe, c'est qu'on a des informations globales. On sait que si on a un temps sous tension de 40, 50, 60 secondes, on est dans le système lactique. Et on sait donc qu'on est dans la stimulation anabolique. Donc tout ça nous permet d'avoir une information de l'impact physiologique de chacune des séries. Et tout en bas, on a la moyenne des temps sous tension par série, donc la moyenne des impacts physiologiques de la semaine. Colonne suivante, le poids, tout bêtement, le poids à soulever. Tout en bas, le tonnage. Donc tonnage, information toujours utile pour monitorer la charge d'entraînement. Donc ça, c'est la somme des kilogrammes soulevés. Le repos en secondes, entre chaque série. Et ici, la moyenne de la récup. Donc vous avez sur cet outil-là, 1, 2, celui-là on ne va pas le compter, 3, 4, 5. Vous avez 5 indicateurs de monitoring de la charge d'entraînement. Directement modifiables en ligne, entraînement par entraînement. Colonne suivante, l'objectif. Donc là, c'est tout simple. Je mets juste l'objectif global de mon plan d'entraînement. Et là, on revient donc sur notre débat d'aujourd'hui. La séance rouge, donc la séance du lundi, la première séance, on stimule la force max. La séance orange, la force vitesse, etc.
c'est donc pour illustrer un programme non linéaire. On se rend compte, dans la semaine du 18 mars, donc le microcycle semaine, j'ai une double stimulation, une de stimulation de force max, une de stimulation de force vitesse. Donc on a une illustration ici du modèle non linéaire. Là, je l'ai entouré, bien sûr, ce n'est pas entouré dans le plan d'entraînement, là je l'ai entouré pour la conférence. Dernière colonne, commentaire. Alors c'est une colonne où l'athlète peut me mettre ce qu'il a envie de me mettre. C'est-à-dire que comme on est nombreux à l'entraînement, je ne peux pas tout voir et tout savoir et tout noter. Si l'athlète veut me dire quelque chose, et là il m'a marqué dernière à 83, ça veut dire qu'il a fait uniquement la dernière à 83 kg, la dernière série, qu'il a dû faire les autres à 82. Donc là, l'athlète peut me faire un feedback très rapide de ce qu'il veut. Et autre petite chose, ici, il y a des petites étoiles. Là encore, c'est une fonction intégrée dans le tableur, où vous n'avez qu'à appuyer sur le nombre d'étoiles qui vous donne une information. Quelle information je veux que l'athlète me donne? Je veux qu'il me donne sa fatigue perçue. C'est un peu une mini-échelle de fatigue, qui n'est pas validée scientifiquement, mais qui a plein de vertus pour autant. C'est-à-dire que l'athlète me dit, eh ben là, pour cette séance rouge, j'ai une fatigue perçue de 4 sur 5. À quoi ça va me servir? Ça va me servir d'avoir à la fois tout un tas d'informations strictement physiologiques, mais comme on n'entraîne pas des systèmes énergétiques, ni des poules d'unités motrices, on entraîne des gens, je veux aussi savoir ce qu'ils ont dans le cœur. Donc, cette information, elle est psychologique. Donc j'ai les deux types d'informations, physiologiques et psychologiques, plus bien sûr ma présence physique dans les séances, fait que j'ai un reflet assez précis de ce qui se passe lors de mes entraînements. Alors, deuxième illustration d'un modèle non linéaire. Donc là, on n'est plus en natation, on est dans un sport de combat. Alors, donc c'est le même outil à peu près. Des fois, il évolue un petit peu avec le temps, donc je ne vais pas le redéfinir pour vous, puisque vous avez compris le principe. Là encore, des couleurs. En rouge, les stimulations de force-endurance. Donc 2 séances dans la semaine de force-endurance, une séance de force max en bleu. Ce qui est intéressant à comprendre ici, c'est qu'on voit le système non linéaire par la multiplicité des impacts physiologiques, et on voit aussi que la logique est inversée. Tout à l'heure, en natation, j'avais la force max en début de semaine. Là, dans mon exemple tiré des arts martiaux, j'ai la force max en fin de semaine. Et c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, on verra comment on donne une dominante. On donne une dominante dans un programme non linéaire à une qualité physique en la plaçant temporellement à l'endroit que l'on souhaite. Si on veut donner le maximum d'impact à la force maximale, comme tout à l'heure en natation, je le place le lundi sur fond de fraîcheur mentale et physique, si tant est qu'il n'y a pas eu de compétition la veille, bien sûr. Si je veux la sous-dimensionner, je la place en séance 3. Donc, première chose à bien comprendre, la limite qui pourrait être le système non linéaire, c'est un peu tout, un peu rien. C'est inexact, puisqu'on peut, nous, en tant qu'entraîneur, manipuler l'importance qu'on donne à chacune des variables. Donc en plaçant les variables en 1, c'est l'objectif 1 du microcycle, en 2, l'objectif 2, en 3, l'objectif 3, etc., etc. Ça fait une différence énorme si vous faites la même séance placée le lundi sur fond de fraîcheur ou le vendredi. Vous perdez énormément et d'intensité et de volume si vous placez la séance à la fin de semaine où il y a toutes les séances de prépa physique qui sont accumulées et surtout, n'oublions pas, toutes les séances de technico-tactique. Puisque l'athlète ne fait pas que soulever des poids, il fait son sport avant toute chose. Donc dans cet exemple-là, on se rend compte que j'ai voulu donner une valence très importante à la force endurance. Ça s'expliquait à l'époque, puisque dans ce contrat-là, j'avais 12 semaines pour préparer l'athlète à une échéance. Et là, on était la première semaine du contrat, c'est-à-dire que je mettais en début de semaine la force endurance, parce que je ne voulais pas que la force maximale soit trop maximale, justement, puisque l'athlète reprenait. Donc, je préfatiguais la force maximale, ce qui n'est pas académique, je vous l'accorde, mais ce qui est adapté aux réalités de terrain et à la réalité du cahier des charges de cet athlète-là. Donc, deuxième illustration de périodisation non linéaire, où on voit force endurance, force max, dans la même semaine, mais dans un ordre brassé différemment de la natation. Alors, là, on part sur les mondiaux de 2015 de ski de fond, donc qui sont terminés il y a très peu de temps, il y a un mois de ça. Donc, j'étais en charge du développement de la force des équipes de France, hommes et femmes. Là, c'est le 3e cycle des garçons qui a commencé donc le 29 septembre. J'ai voulu mettre cet exemple-là parce que c'est peu courant, et il faut le souligner, qu'on fasse appel à un spécialiste du développement de la force dans un sport qui, par essence, est un sport de fond. Donc il fallait tout à fait rendre honneur à cette fédération-là, qui met des moyens et qui a considéré que la force était aussi importante dans un sport de fond. Elle n'est pas aussi capitale, bien sûr, que dans un sport de force, mais elle a toute son importance. Et donc, dans ce contrat-là, je devais donner 2 à 3 séances par semaine de développement de la force. Et là, je suis parti sur un modèle non linéaire aussi, avec le ski de fond. En rouge, vous avez une stimulation de force-endurance. C'est des circuits training, là, en l'occurrence, de 6 exercices, avec 20 répétitions, ce qui caractérise la force-endurance. Des temps sous tension par série longs, aux alentours de la minute. Donc, séance rouge, qui arrive le premier jour de
la semaine, force endurance. Pas très surprenant, on était en début de période pré-compétitive, on va dire. Il fallait rentrer dans le spécifique, donc il fallait rentrer dans l'endurance de force. C'est pour ça qu'elle est placée en 1. Force-vitesse, elle est placée en 2, parce que je lui ai donné une importance moins grande que la force-endurance. Là, on avait des exercices comme des tractions explosifs, avec des séries très courtes, de peu de répétitions. On avait du statodynamique, on s'en rend compte avec le tempo, du 13-10, ça veut dire 3 secondes de maintien isométrique à la transition excentrico-concentrique, peu de répétitions. Bref, une stimulation de force-vitesse, on s'en rend compte en observant le nombre de répétitions et le temps sous tension qui est inférieur, voire largement inférieur à 20 secondes, donc qui stimule le système anaérobie alactique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le découpage de toutes mes séances, ce n'est pas le but. Le but, c'est de se rendre compte que même dans un sport de fond, la force peut être importante et le modèle non linéaire a toute sa place. Alors voilà, j'ai illustré dans 3 sports différents, la natation, le ski de fond et un art martial, des exemples de périodisation non linéaire. Maintenant, je veux illustrer des exemples linéaires de périodisation. Alors, danse sur glace, périodisation linéaire. Alors là, vous avez des exercices écrits en anglais, tout simplement parce que l'athlète n'est pas français. Ce n'est pas un effet de style, c'est juste pour qu'il me comprenne. Alors, cet athlète-là, quand il est venu me voir, il était dans une approche donc liée à un sport artistique, la danse sur glace, où on juge d'une manière relativement subjective, disons-le quand même, une esthétique. Et là, la commande de l'athlète et des entraîneurs, c'était il faut que cet athlète soit un petit peu plus musclé pour avoir des lignes plus jolies dans le sport considéré. Donc, bref, la démarche était assez simple, il fallait muscler l'athlète, le rendre un petit peu plus musclé, dans un souci esthétique, qui est une problématique des sports artistiques. Donc avec cet athlète-là, je suis parti vraiment sur une périodisation linéaire, simple, avec une stimulation d'hypertrophie sur la majorité de la semaine. Pour illustrer que les blocs linéaires ont toute leur valeur, j'ai voulu vous montrer cette périodisation-là. On s'en rend compte par le nombre de répétitions, et on s'en rend compte par le temps sous tension. Le temps sous tension par série, il est entre 20 et 40 secondes dans ces exemples-là, c'est-à-dire qu'il taxe fortement le système lactique, plus spécifiquement la puissance du système lactique, qui est le système à la base de la stimulation des hormones anabolisantes naturelles du corps, bien sûr, qui permet l'hypertrophie. Donc à la fois par le temps sous tension et par le nombre de reps, on peut illustrer un modèle linéaire avec l'hypertrophie au centre de la qualité physique considérée. Autre exemple, tiré aussi du ski alpin de cette année-là. Donc là, j'étais en charge de l'équipe de France B de ski alpin. Alors là, Nico était en stage au Qatar cet été. Et cet athlète-là est un athlète très, très mince, voire maigrichon. Et pour un sport comme le ski alpin, à un moment donné, si on est vraiment trop maigrichon, ça peut être un problème et de sécurité et de performance. Donc là, j'avais la commande suivante. Il fallait que cet athlète-là se rende plume aussi. Donc là encore, je suis parti sur une stimulation et un système de périodisation linéaire, avec, sur 2 séances à ce moment-là, une stimulation d'hypertrophie avec des séries de 10, 12. Alors bien sûr, vous voyez aussi des séries de 5 et aussi des séries de 15, mais la majorité du travail est passée dans la zone d'hypertrophie. On se rend bien compte alors qu'on peut bien sûr faire d'autres choses que tous les exercices en hypertrophie, mais la connotation majeure de cette semaine-là, c'était l'hypertrophie. On s'en rend compte par le nombre de répétitions, et là encore, par le temps sous tension par série, qui est anaérobie lactique, toujours. Donc j'ai voulu illustrer la périodisation linéaire avec un sport artistique et un sport de performance non artistique, qui était le ski alpin. Du coup, en compilant ces informations-là, je me suis rendu compte que le système linéaire était particulièrement bien adapté à l'hypertrophie. Alors ça m'a interrogé, j'ai réfléchi. Quand on observe la fourchette de répétition qui stimule l'hypertrophie, on est dans la fourchette 6 à 12 répétitions. Alors ça dépend des auteurs, là encore, je vous donne cette classification-là puisque c'est la mienne. 6 à 12 répétitions, donc ça donne un large spectre de répétitions. Et donc, à l'intérieur de ce large spectre, on peut faire 2 familles. Et donc, on peut, dans des blocs linéaires, faire un spectre d'hypertrophie fonctionnelle avec 6 à 8 répétitions, une hypertrophie qui se caractérise par une stimulation de la force quand même conséquente, et puis d'autres blocs d'hypertrophie traditionnelle, empruntés au culturisme, on va dire, de 9 à 12 répétitions, où là, bien sûr, on maximalise l'hypertrophie, mais la force risque de décroître, la force max risque de décroître si on est un athlète expérimenté dans le développement de la force. Ce n'est pas le cas si on débute en force, si on est complètement débutant dans l'entraînement de la force, la fourchette d'hypertrophie traditionnelle, 9 à 12, peut suffire à stimuler la force max, mais dès qu'on a 1 à 3 années d'expérience dans le développement de la force, c'est bien sûr très insuffisant pour développer la force. Mais tout de même, ce large spectre permet donc de créer à l'intérieur d'une grande famille d'hypertrophie
des sous-parties. Donc ça convient bien au linéaire puisque c'est des blocs. Par contre, attention, il ne faut pas qu'on se trompe, nous, notre travail en préparation physique, c'est, lorsqu'on doit le faire, stimuler l'hypertrophie, oui, mais on ne peut pas se permettre de stimuler l'hypertrophie alors qu'en parallèle, du coup, la force maximale chute à vitesse grand V. C'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez faire des blocs linéaires d'hypertrophie, de quand même garder une dominante d'hypertrophie fonctionnelle. C'est-à-dire que vous avez 6 à 12 répétitions comme arme pour faire progresser l'athlète, mais il faut que vous passiez beaucoup plus de temps ici que là, puisque ici, vous pouvez toucher un petit peu le développement de la force, tandis qu'ici, c'est extrêmement difficile. Donc c'est un point à garder à l'esprit. Et puis finalement, hein, il faut toujours se sentir libre de stimuler les capacités de force, à la fois dans un modèle linéaire et dans un modèle non linéaire. Exemple, rien ne vous empêche de commencer avec une périodisation non linéaire, puis si au fur et à mesure de l'avancée du modèle, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, le staff technique et l'athlète vous dit ben là, j'ai besoin de prendre de la masse musculaire, et bien là, rien ne vous empêche, si vous le jugez nécessaire, de switcher d'une périodisation non linéaire à un ou deux blocs monolithiques de stimulation de l'hypertrophie linéaire. On a toute latitude, les modèles ne sont pas là pour nous enfermer, ils sont là pour nous donner un cadre de réflexion. Libre à nous de faire fluctuer les choses suivant les exigences de l'activité en question, et non pas suivant un modèle théorique qu'on voudrait bien réaliser. Alors, maintenant je veux illustrer la périodisation non linéaire, puisque c'est la plus technique à mettre en place, à l'échelle d'une périodisation annuelle. Alors on va garder l'exemple de la natation, du sprint, pour un nageur qui fait du 100 mètres. En l'occurrence, c'est du 100 mètres papillon, mais peu importe. Quand on est en train de planifier une saison à venir, il faut faire la chose suivante. Il faut identifier le ou les objectifs principaux. Dans le cas de figure de la natation, c'est assez simple, comme l'athlétisme. Il y a une saison en salle, une saison outdoor en athlétisme. En natation, il y a une saison en petit bassin de 25 mètres et une saison en grand bassin de 50 mètres. Comme pour l'athlétisme et la piste de 400 mètres, la saison estivale est prioritaire puisqu'elle qualifie aux Jeux Olympiques et aux compétitions majeures. Donc, devant votre calendrier, avant de commencer la saison sportive, vous marquez sur votre calendrier l'objectif 1. Là, c'était qualification. Aux Jeux Olympiques, c'était avant Londres. Bassin de 50 mètres. Donc, qualification, objectif 1. Ensuite, vous mettez votre objectif 2. C'était une compétition internationale en petit bassin. Donc, vous mettez dans votre calendrier l'objectif 2. Une fois qu'on a mis l'objectif 1 ou 2, ou 3 ou 4, il y en a plusieurs, peu importe. Une fois qu'on a mis les objectifs principaux sur notre calendrier, on a tout autour des compétitions satellites, des compétitions secondaires, qui nous permettent de se préparer à cet objectif-là. Mais déjà, on a nos deux macrocycles. Un macrocycle d'hiver, un macrocycle d'été. Chaque macrocycle comporte environ 12 semaines. Notre macrocycle 1, qui prépare au championnat de France en bassin de 25 mètres. 4 séances dans la semaine. Séance 1, force maximale. Donc on veut stimuler la force maximale, c'est l'objectif numéro 1. On le met donc le lundi sur fond de fraîcheur, parce qu'on veut le maximum de disponibilité de l'athlète. Séance 2, force endurance. C'est le deuxième objectif. Ça reste du sprint, mais du sprint en natation, étant donné les temps d'un sprinter en natation, ça n'a rien à voir avec le sprint en athlétisme. Quand on fait 22-23 secondes sur du 50 mètres, on appelle ça du sprint en natation, mais en fait, c'est au sens strict du terme, on n'est même plus dans le système lactique, donc c'est pas vraiment du sprint, c'est du sprint pour eux. C'est comme en ski de fond, ils ont du sprint, c'est du sprint pour du ski de fond, donc c'est encore relatif. C'est pour ça que quand même la force endurance, quand on est sur des efforts de type 100 mètres en natation, la force endurance, elle est quand même importante, puisqu'il y a une vraie dimension lactique dans du 100 mètres en natation. Donc c'était l'objectif 2, juste derrière la force max. Après l'objectif 3, c'était de l'hypertrophie fonctionnelle, donc une fourchette de répétition de 6 à 8. Alors peut-être que ça peut étonner ou choquer certains. Il est une certitude, en natation, c'est un sport aquatique, et plus on est musclé, plus on coule. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais là où on s'est bien battu en France, principalement grâce à Marseille et à la philosophie d'entraînement qu'ils ont, on a quand même compris maintenant, au moins à haut niveau, que ce n'est pas parce qu'on a pris 3 kg de muscle, et donc on va couler un petit peu plus, qu'on ne va pas nager plus vite. Parce que si ces 3 kg de muscle permettent un appui dans l'eau supérieur à l'appui qu'on n'avait pas à 3 kg de muscle, ce qu'on perd en flottabilité, on le gagne et on dépasse les inconvénients de la perte de flottabilité par une augmentation de la qualité de l'appui, donc une augmentation de la traction, qui va nous faire nager plus vite. Donc on a maintenant bien progressé en France et on se rend compte que, certes, il ne faut pas nager comme ça, mais de là à nager comme ça et à avoir peur de prendre 1 ou 2 kg de muscle, les 1 ou 2 kg de muscle sont bien supérieurs aux inconvénients. Si tant est qu'on les a développés correctement, en temps et en heure, bien sûr, c'est complexe. Mais fondamentalement, il suffit d'observer les physiques. Il y avait le championnat de France là, de natation. Il suffit d'observer les physiques des nageurs pour se dire que si vraiment le muscle, c'est le frein majeur à la natation, ils doivent être tous à côté de leur pompe parce qu'ils sont quand même sacrément musclés, les sprinteurs, plus que les demi-fonds. Donc c'est bien la preuve qu'on peut être très musclé et nager très vite. C'est bien sûr de moins en moins vrai quand on va dans les sports de fond, évidemment.
Ça va de soi. C'est un peu comme si un marathonien était plus musclé qu'un sprinter en athlétisme. Ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire de l'hypertrophie fonctionnelle pour le nageur, surtout pour un sprinter. Par contre, c'est l'objectif 3. Ça veut dire que quand même, bien que je considère que c'est de l'importance, je ne le mets pas en objectif 1 non plus. Je ne suis pas fou. C'est-à-dire que ça a de l'importance, mais ça doit rester quand même dans une certaine modération. Donc, en le mettant en objectif 3, on minore un petit peu les effets de l'hypertrophie. Objectif 4, ce n'est pas une séance qui a un objectif de développement, c'était de la prophylaxie de l'épaule, du travail de gainage. Donc, c'est indépendant. Voilà, tout ça nous a amené au deuxième macrocycle, où là, on préparait donc les championnats de France en grand bassin. Séance 1. Cette fois-ci, 5 séances au lieu de 4. Séance 1, séance de force max. Rebelote, cette fois-ci, on a, encore une fois, la force max. Ça montre quoi? Dans ma philosophie de planification, j'ai mis au centre de mes préoccupations, en objectif 1 de la planif annuelle, le développement de la force max. J'ai rien lâché, j'ai continué dans mon idée. La force vitesse, en objectif 2. Là, j'ai troqué la force endurance, un petit peu le travail de fond, de caisse du début de saison. Je l'ai troqué contre la force vitesse, puisque au début de la deuxième phase de préparation, le staff m'a dit « on travaille bien, mais il faut que l'athlète soit plus rapide ». Donc j'ai collé aux demandes du staff et j'ai mis de la force vitesse. Objectif 2. Vous voyez comment on peut donner une dominante ou une autre en fonction tout simplement de la permutation des objectifs. Objectif 3, c'était de la remédiation technique, c'était pour maintenir le coude haut dans la prise d'appui en natation, donc pas d'intérêt dans notre discussion. Et puis la séance 4 et 5, on a doublé le travail préventif de l'épaule. Pourquoi? Parce que l'athlète en question a une épaule extrêmement fragile et abîmée. Et le kilométrage progressant dans l'année, l'épaule était de plus en plus délicate, on va dire. Et le seul moyen de faire tenir les choses, c'était d'augmenter la prophylaxie. Donc j'ai doublé. La séance 4 s'est transformée en séance 4 et 5. Donc voilà, j'ai voulu vous montrer qu'une périodisation annuelle en non linéaire pouvait tout à fait contrer l'argument qui vous est peut-être passé par la tête et qui disait si on fait un peu tout dans cette périodisation, on fait un peu rien. On fait un peu tout, mais on fait un peu tout avec des zooms, des coups de projecteur sur quelque chose ou des coups de projecteur sur autre chose, des permutations temporelles. Là, on aurait pu mettre la force maximale en 2 ou en 3 si on avait voulu donner moins d'importance, etc. Donc on garde toujours dans une périodisation des dominantes, si ce n'est que ces dominantes peuvent être très monolithiques, très rigides, si je puis dire, avec la périodisation linéaire, ou des dominantes plus souples, avec le non linéaire. Alors, quand on parle de périodisation, ça nous amène à parler d'affûtage. Pourquoi? Parce qu'on périodise nos contenus d'entraînement pour pouvoir amener l'athlète à être en forme le fameux jour J. Et donc, l'affûtage, c'est l'ensemble des méthodes et des moyens pour amener l'athlète sur une surcompensation à l'instant T. Donc, j'ai dit tout à l'heure, hein, l'instant T, ça n'a pas trop de sens. Le pic de forme n'a pas trop de sens sur le terrain. C'est vraiment un plateau de forme qui reste, difficile à dire, quelques jours, voire quelques semaines, suivant les disciplines. Quoi qu'il en soit, on est obligé de discuter un tout petit peu des protocoles d'affûtage. Comment faire surcompenser l'athlète? Alors, je vais illustrer avec les 2 familles de sports sur lesquels j'ai travaillé. Les sports individuels à haut volume d'entraînement, typiquement la natation, à 20 heures semaine, quand on compte tout. J'ai vu là, dans ces sports-là, j'ai vu et j'ai vécu des affûtages qui peuvent aller jusqu'à 3 semaines d'allègement du volume d'entraînement au niveau olympique. C'est-à-dire que 3 semaines avant l'échéance olympique, on pouvait couper très fortement le volume. Alors moi, quand je suis arrivé en natation, j'ai voulu qu'on fasse chuter le volume d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séries, qu'on maintienne l'intensité. Ça, c'était ce que j'ai essayé de faire. Culturellement, pour vous dire toute la vérité, je n'ai pas pu y arriver vraiment. C'est-à-dire que j'ai voulu faire quelque chose comme ça, mais ça n'a pas été tout à fait facile. J'ai tendu vers ça, mais c'était compliqué, parce qu'après, on est confronté à des cultures très fortes, à des habitudes qui font qu'elles sont cassées progressivement. C'est-à-dire que je pense que c'est une erreur de rentrer en choc frontal avec une culture qui est en place depuis des décennies. Mieux vaut rentrer par la petite porte et puis construire les choses petit à petit. Donc j'y suis pas tout à fait arrivé comme je voulais, hein, mais l'idée c'était ça, on va dire. Donc un allègement progressif du volume d'entraînement. Ce qu'il faut se rendre compte, et moi je ne pensais pas que c'était possible, de voir des affûtages de 3 semaines. J'ai même des collègues qui font des affûtages de 4 semaines avant l'échéance. Moi qui venais de l'athlétisme, je n'avais pas vu des affûtages si longs. Donc ça m'a beaucoup étonné, et pourtant c'est une réalité, et ça fonctionne. Hein. Donc au début j'étais très étonné, puis en analysant la discipline, je me suis rendu compte que les volumes d'entraînement dans l'eau étaient tellement incroyables que physiologiquement et mentalement, il fallait couper très tôt pour pouvoir surcompenser. C'est très drôle de voir ça en natation, à quel point l'affûtage, il y a presque un compte à rebours des jours avant l'affûtage. C'est-à-dire que là, dans 7 jours, c'est l'affûtage. Vous vous rendez compte? Moi, ça m'a beaucoup étonné, et c'était très enrichissant de voir ça. Donc dans d'autres familles de sports, les sports individuels à haut volume d'entraînement, mais à impact physique moindre. Alors j'ai pris l'exemple des 2 sports dans lesquels j'ai travaillé, le patinage artistique et la danse sur glace.
Donc c'est des sports où les gens s'entraînent beaucoup, mais c'est des disciplines où il y a 3 facteurs de performance. Le facteur technique, capacité à réaliser les figures sur glace, le facteur physique, quand même, il faut tenir sur ses pattes, et le facteur artistique, là qui est bien particulier, qu'on a dans très peu de sports. C'est-à-dire qu'on a, on va dire, 3 tiers. On ne va pas dire lequel est le plus important, ça n'a pas de sens, on a 3 tiers. Dans les sports individuels, athlé, gym, natation, on a les facteurs techniques, les facteurs physiques, point. Pas besoin de faire joli. Donc, dans ces sports-là, la composante physique, elle est cruciale, puisque c'est que, on va dire, c'est 50% de la réussite, plus ou moins suivant les gens, vous avez compris, mais il y a 2 pôles. Là, il y en a 3. Donc, dans ces sports, le facteur physique, il est moindre. Et du coup, l'affûtage, il est moindre aussi. Dans ces sports-là, je trouve que 30 à 50% d'allègement du volume de travail, caractérisé par le nombre de séries, sur 7 à 10 jours avant l'exigence majeure de l'année, et là, j'ai pu le tester comme je voulais à de multiples reprises, j'ai pas eu de problème culturel, et bien là, il y a des surcompensations spectaculaires. Donc une semaine, en gros, une bonne semaine avant l'échéance, on coupe le nombre de séries de 30 à 50%. Si vous faites normalement 10 séries à l'entraînement, je dis n'importe quoi, vous passez sur 7 à 5 séries, et hop, donc ça donne des séances très courtes, très intenses, et qui surcompensent très bien, très bien. Par contre, je n'ai pas de protocole d'affûtage à vous donner sur les sports collectifs, parce que je n'en ai pas vécu moi-même en tant qu'entraîneur, donc je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions.